Bonjour et bonne arrivée comme on dit ici. Je suis Hello et je vous accueille sur ce podcast pour qu'on découvre ensemble l'Afrique profonde. L'Afrique qu'on imagine mais qu'on ne connaît pas. Celle qui brille de mille couleurs mais qui se confronte aussi chaque jour à la pauvreté, la maladie et la mort. On parle aussi d'Afrique fraternelle, d'Afrique chaleureuse, d'Afrique festive. L'Afrique qui rayonne. Vous découvrirez avec moi des personnalités touchantes, attachantes, aux histoires parfois difficiles, mais dont la force et le courage sont indéfinissables. Vous apprendrez à connaître le Gabon où je vis actuellement, pays d'Afrique centrale au niveau de l'équateur, accolé au Congo et au Cameroun. C'est parti, je vous laisse écouter l'épisode et j'espère qu'il vous plaira. Mbolo et bonne écoute. Capucine a décidé de commencer sa carrière en faisant le bien. Volontaire depuis 3 ans, elle a d'abord été au Sénégal avant d'arriver au Gabon. Chaque jour, elle se bat pour que ses projets voient le jour, accompagnée des populations locales qu'elle aide au quotidien. De projets agricoles jusqu'à aider les mamas africaines à développer leur business, elle est comme un couteau suisse et s'adapte aux différentes problématiques auxquelles elle est confrontée. Bonjour Capucine. Bonjour Elodie. Merci beaucoup de m'accorder un peu de temps pour faire cet entretien. Merci à toi. Je l'ai beaucoup attendu. Alors, est-ce que tu es d'accord pour qu'on commence cet épisode par ta présentation, s'il te plaît ? Bien sûr. Alors, donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Capucine, j'ai 26 ans. Pour petit résumé, mais moi j'ai fait donc des études en coordination de projet et je suis arrivée au Gabon depuis 6 mois. À quel moment tu as su que tu voulais commencer ta carrière dans du volontariat ? Alors, en fait, moi, déjà au collège, j'avais cette aspiration-là parce que je suis issue d'une famille qui a pas mal voyagé et je savais que je voulais trouver un travail où je me sente utile et qui me permette de voyager. Donc, j'ai un petit peu regardé les opportunités que je pouvais avoir dans ce cadre-là et j'ai découvert que, effectivement, en devenant coordinatrice de projet, je pouvais allier l'utile à l'agréable pour moi. Et donc j'ai regardé en France quelles étaient les opportunités en termes de formation et c'est là que j'ai voulu faire donc un IUT carrière sociale qui m'a donné accès à une étude de coordination de projet à Bordeaux et dans ce cadre-là j'ai pu faire des stages à l'étranger et c'est là que j'ai vraiment senti que j'avais trouvé ma voie. D'accord. Et alors pour faire ce genre de mission, tu es obligé de partir à l'étranger ou tu pourrais éventuellement trouver des projets à faire en France? Non, tu peux bien sûr travailler en France. Après, c'est un peu en fonction de ce à quoi toi tu aspires. Et effectivement, les projets que tu veux mener, les projets que tu vas mener en France vont être sur des problématiques différentes de ce que tu vas pouvoir faire à l'étranger. Même si ça peut se regrouper, c'est des thématiques qui sont quand même très différentes. Et moi, j'avais cette soif de découverte de culture étrangère. D'où le fait que effectivement, je m'expatrie, mais effectivement, à terme, je pourrais faire le choix de travailler en France pour des ONG, associations, etc. D'accord. Avant d'arriver ici au Gabon, est-ce que tu peux me parler des expériences que tu as eues ? Oui, bien sûr. Alors du coup, donc comme je disais, dans le cadre de mes études, quand j'ai fait mon IUT, je suis partie pendant 2 mois au Népal. Donc là-bas, j'y allais pour mettre en place un projet de gestion de déchets dans un petit village de montagne isolé de tout accès routier. Donc pour y aller, il fallait marcher pendant 3 jours, ce qui était un petit peu chaud. Mais c'est là-bas que vraiment je me suis un peu révélée parce que oui, j'ai découvert une nouvelle culture et où je me suis dit, en fait, il y a de grandes choses à faire en apprenant des populations locales et en apportant toi ton expertise. En l'occurrence, du coup, c'est que le problème qui se posait, c'est qu'il y avait un cours d'eau dans le village qui donnait, le cours d'eau en amont était énormément pollué et en aval, du coup, il y avait d'autres villages. Et donc, il y avait énormément de cancers chez les femmes, etc., dû à cette eau polluée qui était consommée. Et donc, c'est là que moi, je suis partie avec une amie. Là, c'était ma première expérience vraiment à l'étranger, mais j'étais pas seule. Et donc, on a voulu mettre en place ce projet de gestion de déchets, ce qui était très simple à la base. On a fait en sorte que les épiciers construisent des poubelles à l'extérieur du village pour pouvoir un minimum arrêter d'avoir une décharge publique au centre du village, mais que les gens puissent jeter leurs déchets à l'extérieur. Et ensuite, c'est des déchets qui sont brûlés, donc c'était pas une solution très durable,
mais quand même un petit peu mieux que ce qui était ça permettait aussi de ne plus polluer la rivière. Voilà, et c'était ça l'objectif de notre mission, et c'était que 2 mois, donc c'était très court et à la fois très long, parce qu'on était très isolés que les 2 petites Françaises dans un village qui n'avait jamais trop vu d'étrangers, donc non, c'était une grosse expérience. Et avant cette expérience-là, la toute première que j'ai faite, c'était à Calais, donc en France. Donc comme quoi c'est possible de faire de la gestion de projet en France. Et donc là je travaillais pour l'association l'Auberge des Migrants, qui est encore active aujourd'hui. Et c'était en 2015, donc au moment où l'État avait décidé de faire un énorme camp de migrants qui était contrôlé par l'État. Donc il y avait un côté pour les femmes et les enfants et un autre pour les hommes. Moi je travaillais dans la partie pour les hommes. Et moi je suis arrivée au moment où on scindait en 2 ce camp qui était devenu bien trop grand, donc impossible à gérer. Oui. Donc l'État a décidé de le couper en 2 et de réunir l'ensemble de la population dans une moitié moins de place. Donc j'étais arrivée à un moment un petit peu chaud et où en même temps il y avait énormément besoin de bénévoles. Là c'était vraiment du bénévolat, pour mes premières expériences c'était du bénévolat. D'accord. Mais très intéressant. Et donc c'était de la gestion des populations ? Oui. Alors moi, ce que je faisais, c'était surtout, on apportait en fait le minimum vital aux populations qui étaient présentes, donc qui étaient issues de communautés très différentes, de pays très différents. Donc c'était déjà aussi faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit en interne. Et au-delà de ça, effectivement, quotidiennement, on faisait une liste du matériel nécessaire par habitation. C'était des shelters, donc on appelait ça comme ça, mais c'est des abris. Et donc on faisait une liste des besoins de nécessité, donc en termes de sacs de couchage, de boîtes de conserve, etc. Et le lendemain, on venait les distribuer avec l'ensemble des bénévoles qui étaient présents sur place. D'accord. Ça devait être prenant, je veux dire émotionnellement parlant. Effectivement, c'est l'expérience qui, pour le coup, j'étais très jeune et m'a fait vraiment grandir et comprendre aussi que je voudrais pas m'orienter dans des projets d'urgence, parce que là, c'était clairement de la gestion d'urgence. Oui. On a un vrai problème local et on y répond en mettant des pansements. On n'agit pas dans la durabilité. Et moi, personnellement, émotionnellement, ça m'a énormément pris et j'ai su que non, je pourrais pas m'orienter. Ce qu'on appelle quand on fait nos écoles, t'as un peu 2 orientations. Soit tu feras des projets d'urgence, donc sur des conflits comme on a actuellement en Ukraine, etc. Soit tu feras plutôt du développement. Là où moi, je me suis orientée. Donc vraiment travailler avec les populations sur des projets bien plus durables. D'accord. Et oui, c'est cette expérience qui m'a fait comprendre que l'urgence, c'était pas pour moi. Émotionnellement, j'ai passé 1 mois là-bas et j'ai mis peut-être 3 ou 4 mois à vraiment récupérer et me dire, ok, là, je peux passer à autre chose et je peux faire autre chose. D'accord. Et suite à cette expérience, donc à Calais et au Népal, d'autres expériences dont tu veux me parler ? Alors du coup, donc ça c'était dans le cadre de mon IUT et c'est les 2 expériences que j'ai valorisées pour intégrer mon école de coordination de projet qui était à Bordeaux. Et dans ce cadre-là, donc dans cette école, pendant 1 an tu fais du théorique, donc tu apprends tout le cycle de projet un peu spécifique, donc comment faire des demandes de financement, rechercher des partenaires extérieurs, etc. Et après, pendant 1 an, tu as une application sur le terrain à faire. Et dans ce cadre-là, je suis partie donc en service civique au Sénégal. Et là-bas, donc j'étais envoyée par une association française, mais je travaillais avec une association locale. Donc j'étais la seule française sur place, je représentais l'association française. Mais sur place, j'avais la chance, parce que vraiment je le vois comme une chance, moi, d'être intégrée par des Sénégalais. Ce qui me permettait effectivement d'avoir tout de suite beaucoup plus d'impact. J'étais pas la petite blanche qui débarquait pour donner de l'argent. Et ça, c'était vraiment très intéressant pour moi au niveau professionnel. D'accord. Et donc en termes de mission ? Alors là-bas, on avait surtout des projets en lien avec l'agriculture. On accompagnait des groupements de femmes. Donc moi, quand je suis arrivée, les projets étaient déjà en place. Donc je prenais part à un projet qui était déjà actif. Donc on accompagnait des groupements de femmes qui faisaient des parcelles de maraîchage. Au Sénégal, on était dans une zone qui était très isolée, donc ou très désertique, donc avec très peu d'accès à l'eau. Et c'était là toute la complexité de faire une parcelle de maraîchage, on peut s'imaginer au milieu du désert, au milieu de rien du tout. Et donc nous, ce qu'on faisait, c'était l'association, elle finançait un forage pour avoir au moins un accès à l'eau et des clôtures pour que les animaux puissent pas venir détruire les cultures des femmes. Et ensuite, on faisait donc tout ce qui est formation pour leur apprendre le métier d'agricultrice, etc. Et c'était vraiment très intéressant parce que au Sénégal, tu as énormément l'esprit de communauté, d'entraide. Donc, tu sais, et en plus, c'est comme la femme africaine, comme on se la représente, qui travaille très tôt le matin jusqu'à très tard le soir.
et qui est motivé. La moindre petite action que tu vas mettre en place va prendre. Et donc, c'est forcément très 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 fort de voir que en fait, en l'espace de 2-3 mois, oui, ça pousse, oui, elles récoltent, oui, derrière elles peuvent vendre et elles veulent faire encore plus et encore plus. Donc c'était vraiment très très intéressant pour moi. Du coup, t'es souvent habituée à être dans des zones isolées, avec le Népal et là le Sénégal. Effectivement. Personnellement, je vis bien mieux d'être dans une zone isolée où je vais pouvoir m'intégrer à peu de population, mais où on va pouvoir vraiment créer un lien. Et moi, c'est ça que je recherche. Là, quand je travaillais au Sénégal, j'étais souvent dans les villages pendant 1 ou 2 semaines sans retourner chez moi et juste à vivre comme une villageoise et vraiment à m'intégrer aux populations. Et aussi, j'avais la chance que ce soit un pays francophone, donc il n'y avait pas cette barrière de la langue. Ce qui peut arriver dans d'autres pays où ce serait bien plus compliqué. Au Népal, j'ai eu plus de mal là-dessus. Mais là, en l'occurrence, c'était un facteur facilitant et bien sûr, oui, j'en ai profité et je restais très longtemps. Mais oui, effectivement, mon métier va plutôt m'amener dans des milieux ruraux que dans des capitales, oui, etc. Sûr. Et c'est ce que j'apprécie, donc tant mieux. C'est une expérience insolite. Effectivement. Et tu disais, on protège les cultures des animaux. C'est quoi comme animaux qu'il y a au Sénégal qui peuvent venir Mais en fait, c'est classique. Hein. C'était pas les animaux sauvages, mais c'est les cheptels. Donc ça va être les bœufs, ça va être les moutons, puisque en fait c'était un pays musulman, donc effectivement où il y a énormément de bétail. Et du coup, c'était juste protéger des bétails qui errent parce que eux ne sont pas clôturés comme on peut le voir en France ou etc. D'accord. Ok, bon, ça devait être une expérience magnifique, surtout si t'as vécu au village. Oui. Comme les locaux, quoi. Ouais, ça, effectivement. Et je sais que, là, j'ai une grosse expérience au Gabon et je vais la vivre pleinement, mais c'est sûr que je retournerai au Sénégal et j'ai vraiment des liens d'attache là-bas, où je sais que si j'y retourne dans 5 ou 10 ans, on va m'accueillir comme c'était le cas il y a 1 an et oui, j'aurais vraiment plaisir à y retourner, ça c'est sûr. Comme si t'avais une famille là-bas, en fait. Effectivement, maintenant. C'est totalement ça, ouais. Ça fait partie de la fraternité africaine. Mais oui, où t'es accueilli comme si t'étais une sœur et c'est beau. C'est beau. Chouette, super. Et du coup, comment est-ce que tu es arrivée au Gabon ? Alors, le Gabon, c'est un peu particulier. Il y a eu l'année de Covid qui a fait que je ne pouvais pas retourner à l'étranger. En fait, j'avais postulé pour partir au Congo. J'avais été prise, sauf que le Covid a décalé mon départ, et à force d'attente, j'ai postulé ailleurs. J'ai trouvé cette opportunité au Gabon, puisque mon chéri était déjà sur place depuis quelques mois. Et professionnellement, en fonction de la fiche de poste, c'était vraiment ce qui me correspondait. Et par chance, en l'espace d'1 mois, j'ai été sélectionnée et j'ai pu venir ici. Donc c'est un peu l'inattendu parce que c'était ce que j'osais même pas espérer de pouvoir venir au Gabon et finalement je m'y plais énormément donc tant mieux. D'accord. Alors pour qui est-ce que tu travailles ? Donc ici moi je travaille pour la fondation SUCAF qui est une fondation qui a été créée par une entreprise de production de sucre. D'accord. Cette entreprise crée de l'emploi au niveau local. Mais elle a aussi étendu ses terres au sein de villages aux alentours. Et donc, pour un peu profiter à ces villages qui ont perdu des espaces agricoles, etc., ils ont souhaité créer une fondation qui peut leur venir en aide. Donc, la fondation ne va pas aller au devant des besoins de ces populations, mais si les populations souhaitent un accompagnement de la fondation, elles peuvent venir nous solliciter. Et c'est dans cet objectif-là que la fondation a été créée et que j'ai été employée. Donc toi, tu es là pour aider les populations, justement, si elles viennent vous solliciter, à les aider à réaliser leurs projets. Voilà. À la fondation, le principe, c'est qu'on travaille en binôme. Donc, il y a un Gabonais avec moi et donc un Français en volontariat. Et effectivement, on doit répondre à toutes les sollicitations des personnes qui viennent pour nous présenter des projets. Ça peut être des projets dans qui répondent à des problématiques très différentes. Que ce soit, par exemple, des projets agricoles, on a des projets culinaires, on a des projets de sensibilisation en santé communautaire, enfin, c'est vraiment divers et varié. Et effectivement, c'est à nous, en tant qu'opérationnels terrain, de nous adapter à la demande. On n'a pas la science infuse et on peut pas conseiller absolument tout le monde. Moi, je suis arrivée ici, par exemple, la production de manioc, je connais beaucoup moins qu'une maman qui fait ça depuis plus de 20 ans. Bien sûr. Donc si elle a besoin de conseils parce que son manioc a été infesté par des cochenilles, par exemple, là on va faire appel à des partenaires extérieurs.
qui vont pouvoir venir la former. Parce que, effectivement, il faut savoir dire, là, c'est au-delà de mes capacités. Par contre, ce que je suis en capacité de faire, c'est te mettre en lien avec des personnes qui s'y connaissent. Oui, tu fais le relais. Effectivement, ouais. Et tu dis, c'est aux populations de venir vers nous pour nous demander de l'aide. Est-ce que toi, tu vas quand même dans ces différents villages sur lesquels la SUCAF s'est étendue pour aller te montrer, dire bonjour, je suis là, je peux vous aider à progresser, à réaliser vos projets? Voilà, alors effectivement, moi quand je suis arrivée, c'est ce qu'on m'a dit, qu'on n'allait pas au devant des besoins. Maintenant, je vois très bien la réalité de terrain et il y a besoin qu'on fasse une communication sur les actions de la Fondation. Parce que forcément, avec les années, ça a été un peu détourné. Les populations ont peut-être l'impression que la Fondation accompagne seulement des projets agricoles. Donc il y a besoin d'une, entre guillemets, reconquête des zones, au moins 1 à 2 fois par an, où on va aller effectivement dans les villages pour communiquer sur les actions de la Fondation. Mais à côté de ça, chaque semaine, on va sur le terrain pour accompagner nos porteurs de projets, et le bouche à oreille fonctionne très très bien ici. Enfin, c'est quand même des zones qui sont pas très étendues. Donc dès que tu vas communiquer avec les chefs de village par exemple, tu sais que l'information sera relayée. Donc logiquement, on n'a pas vraiment besoin de représenter à chaque fois la Fondation, mais voilà, on le fait quand même avec les nouveaux arrivants aussi, parce que il y a un vrai turnover aussi au niveau des populations dans les villages. D'accord. Bon alors, est-ce que tu rencontres des difficultés quand même au sein de tes missions? Oui, je peux pas dire le contraire, parce que évidemment, déjà, en tant que étrangère, nécessairement, je vais représenter une part de... Je suis blanche, donc nécessairement, quand on va dans des villages comme ça, on peut vite me demander pas un accompagnement, que ce soit en termes de formation, de renforcement de capacité, mais plutôt un accompagnement financier. Et de me montrer que si je suis là, il faut que j'aide. Donc oui, ça, c'est déjà une difficulté de dépasser ça. Et ensuite, je suis une femme, donc forcément, parfois, je peux ne pas être prise au sérieux. Maintenant, moi, j'ai vraiment un mot d'ordre dans ma manière d'agir, c'est que les paroles, c'est une chose, les actions prouvent tout. Et sur le terrain, c'est les actions qui prônent toujours. Donc, au début, il peut y avoir des difficultés un peu de communication avec certaines personnes, et ça va passer très vite parce que elles vont voir que en fait chez le voisin on a réussi à mettre en place un projet de maraîchage qui fonctionne, il y a des retombées économiques. Donc bon, OK, moi aussi je veux ça, donc je vais être sympa et je vais arrêter d'être toujours dans la contradiction. Parce que oui, la fondation, ça fait maintenant depuis 2012 qu'elle agit, et il y a certains villages qui ont été un petit peu laissés de côté, forcément, parce que c'est quand même en termes de mobilité, c'est des villages qui sont quand même assez étendus plutôt du côté de Moanda, donc forcément il faut que nous, en tant qu'opérationnel terrain, on prenne le temps d'aller jusque là-bas. Et quand moi je suis arrivée en poste, je me suis déplacée dans ces villages qui n'avaient pas vu la fondation depuis presque 2 ans maintenant. Donc quand je suis arrivée, j'ai pas été très bien accueillie, forcément. Et avec ces personnes, il a fallu déjà renouer le contact, montrer ce qu'on pouvait faire, et ensuite laisser le temps au temps. Donc chaque semaine, je me rendais sur place, et on a eu la chance qu'il y ait un nouvel enseignant dans ce village qui lui avait très envie de mettre en place une parcelle pédagogique pour les élèves, et que les retombées économiques de cette parcelle de maraîchage reviennent à l'école. Et en 3 mois, on a déjà eu énormément de retombées économiques. Donc grâce à ça, ça nous a permis de renouer le contact avec l'ensemble du village, et maintenant on va mettre en place des projets qui seront vraiment à retombées communautaires, donc vraiment pour le village. Ça t'a donné un peu plus de légitimité. Effectivement, et c'est exactement ça. Et bon, des difficultés comme ça, il y en aura toujours, et justement, en fait, plus il y en a, plus tu as envie de redoubler d'efforts pour les contrer et montrer que la fondation peut agir. Mais alors parfois, il y a quand même besoin d'accompagnement financier quand même pour arriver à lancer une activité maraîchère. D'où viennent les fonds? Alors, la fondation, elle a été créée par l'entreprise de production de sucre, donc les financements de la fondation sont essentiellement une dotation de cette entreprise. Chaque mois, l'entreprise met à disposition une enveloppe budgétaire à la fondation. Et donc, c'est comme ça que la fondation peut agir au niveau financier. D'accord, c'est un peu ces actions de bienfaisance, quoi. Exactement, voilà, c'est ça. Ce sur quoi après elle peut communiquer. Et voilà, et c'est pour ça qu'il faut qu'il se passe des choses pour les populations. C'est aussi l'image de l'entreprise qui est en jeu.
Mais la fondation pourrait faire appel à des financements extérieurs. C'est pas encore le cas, mais ça c'est un objectif pour les années à venir, c'est certain. Ça pourrait aider à faire encore plus de choses. Exactement. Et d'avoir, des partenaires financiers et des partenaires de renommée internationale, c'est forcément bon pour la visibilité de la fondation et donc de l'entreprise. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as une équipe qui t'accompagne? Tu me parlais d'un binôme gabonais et de porteurs, j'ai entendu porteurs de projets aussi. Ouais. Tu peux m'en dire plus? Alors, les porteurs de projets, c'est les populations riveraines. C'est vraiment les personnes que l'on accompagne chaque jour. Donc, ils font quand même partie de l'équipe indirectement. Oui. Ensuite, j'ai un binôme gabonais, donc qui est vraiment mon équivalent en opérationnel terrain. On a déjà eu des stagiaires aussi sur le terrain. Et sinon, en termes de hiérarchie, donc nous on est en bas de l'échelle, et ensuite il y a un comité de sélection de projet. Donc ça va être le bureau exécutif de la fondation. Donc le président, le trésorier, le secrétaire général, comme dans une association. C'est le même fonctionnement. Donc ça, ce sont que des Gabonais qui font partie de l'entreprise SUCAF. D'accord. C'est pour faire un lien entre la fondation et l'entreprise, que l'entreprise ait son mot à dire dans les projets qu'on va mener. Donc à partir du moment où les opérationnels terrain veulent sortir de l'argent pour mettre en place une parcelle de maraîchage par exemple, le comité de sélection de projet a son mot à dire, valide ou non. Et ensuite, il y a un comité d'orientation. Donc ça, ils font partie la fondation fait partie d'un groupe, le groupe Somdia. Et donc, les directeurs de ce groupe ont leur mot à dire aussi dans les projets qu'on va mener sur le terrain. Donc en fait, c'est des gens qui vont agir indirectement pour la fondation, mais qui ont leur mot à dire dans les projets qu'on va mener sur le terrain. D'accord, ok. Voilà. Ça fait quand même un petit peu de monde qui travaille sur tous ces projets. Effectivement, voilà, c'est ça. Est-ce que tu aurais quelque chose, un projet que tu as réalisé et dont tu es fière? Oui. Alors là, c'est un événement ponctuel et c'était assez récent. C'était donc pour la Journée internationale de la femme. Et c'était vraiment intéressant parce que l'objectif en fait qu'on avait à la fondation, c'était de créer une synergie entre différents acteurs issus de milieux différents, que ce soit du domaine agricole, etc., de tous les réunir pour cette journée sur le thème donc l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable, et de pouvoir un peu discuter, de créer du lien, enfin vraiment faire comme on peut voir une espèce de petite foire où chacun présente un peu ses savoir-faire, savoir-être, etc., et discute un peu entre eux. Et donc dans ce cadre-là, on a fait venir des associations de femmes de la zone donc de Wélé, de là où la fondation intervient, qui ont répondu à l'appel. Donc déjà c'était un grand pas parce que moi quand je suis arrivée, on m'a dit à chaque fois que tu veux mettre en place une action, c'est compliqué, personne ne répond à l'appel. Enfin, j'avais beaucoup de facteurs bloquants et pourtant en fait en les sollicitant, tout le monde a répondu. Donc déjà c'était une grande réussite qu'elles soient présentes, ces associations de femmes. Il y avait 7 associations de femmes mais qui représentaient au moins 200 femmes de la zone, donc quand même assez conséquent. Il y avait on a fait venir 2 ONG de Franceville, dont du coup la présidente est la mairesse du 3e arrondissement de Franceville et qui a l'habitude de ce genre d'événements pour venir promouvoir l'entrepreneuriat féminin et sensibiliser à la santé communautaire. Donc sur des questions qui sont assez essentielles dans la zone, à savoir la prévention des grossesses précoces, à savoir prévention du VIH/SIDA, de comment utiliser des moyens de contraception, etc. Donc grâce à cet événement, les femmes ont pu échanger avec cette présidente d'ONG qui a vraiment su nouer le contact et vraiment valoriser ce côté de l'entrepreneuriat féminin. On a pu faire venir aussi la presse télévisée, donc communiquer en fait sur la SUCAF et ses populations. Grâce à ça et à la sensibilisation à la santé communautaire, le ministère de la Santé nous a félicités et fait don de moyens de contraception. En fait, les retombées ont été un effet boule de neige et donc c'est là que j'ai vu, pour moi personnellement en termes d'organisation, oui, ça a été vraiment un peu... il a fallu bouger quand même un peu la semaine avant, mais à côté de ça, en termes de retombées derrière, c'est que du positif et ça donne envie de faire beaucoup plus ensuite.
Oui, bon, en tout cas, bravo, parce que j'aurais aimé être là pour voir tout ça et participer à cette ambiance. Merci. Capucine, je vais terminer cet épisode pour savoir comment tu te vois évoluer par la suite, vers quel métier, est-ce que tu vas continuer dans le volontariat? Alors, dans le volontariat, non, c'est vraiment le début de carrière, et donc moi l'objectif c'est quand même d'être coordinatrice de projet, mais dans un poste permanent, donc en CDD ou en CDI, pour alors à la base, dans l'idée, quand pendant mes études on me demandait comment tu te vois, je me voyais vraiment évoluer dans des grosses ONG, des grosses structures, et puis en fait grâce à mes expériences je me rends compte que l'impact est encore en tout cas a beaucoup plus de sens pour moi dans des petites associations locales. Donc je pense que dans les 5 années à venir, oui, ce sera pour des petites associations locales, et l'objectif à terme c'est quand même de créer mon association avec tous des partenaires que j'aurais déjà identifiés durant ma carrière, et de pouvoir mettre en place les actions comme je l'entends, en étant moi la hiérarchie qui met en place les actions sur le terrain. Ça c'est l'objectif. Un bel objectif, voilà, un beau projet que je te souhaite. Et où? Alors ça je sais pas encore, c'est pas défini. Maintenant je sais que ça dépendra aussi de où la vie nous mènera avec mon chéri, et en fonction des opportunités. On verra déjà dans les 5 ans. C'est pas défini, mais... Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Capucine. Merci à toi. Je te souhaite beaucoup de réussite et j'espère être au courant quand tu auras monté ton ONG. Merci, bien sûr. Merci pour cet échange, c'était super intéressant. Merci à toi. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et puis à en parler autour de vous. Et je vous dis à bientôt sur Hello Africa. Voilà, vous venez d'écouter le dernier épisode de la première saison d'Hello Africa. Merci d'avoir été là et merci pour votre soutien. Il est temps pour moi de prendre une pause estivale et de préparer l'arrivée de mon deuxième bébé. Mais je ne vous abandonne pas et je vous donne rendez-vous très bientôt à l'automne. Bel été à vous, portez-vous bien et à bientôt sur Hello Africa pour de nouveaux récits.